Bonjour à tous, je suis heureux de vous annoncer l'ouverture de la billetterie du 7e congrès Innovation en éducation qui se tiendra les 21 et 22 février 2026 au Palais des Congrès de Nîmes. 10 conférences, 40 exposants, 16 ateliers participatifs et plus de 650 personnes qui viennent de la France entière. J'ai hâte de vous retrouver les amis, à tout bientôt. Aujourd'hui, vous avez le plaisir d'écouter Charlotte Desrosiers du podcast Pourquoi pas moi. Elle était notre invitée lors des 2 jours du congrès C'est quoi le bonheur pour vous à Arcachon et a tendu son micro à nos conférenciers. Je vous souhaite une belle écoute. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous. Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous. Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Je suis heureuse d'accueillir Marie-Lise Tricourt sur le podcast Pourquoi pas moi, à l'occasion du congrès C'est quoi le bonheur pour vous. Après avoir passé 20 ans dans le secteur de la communication, Marie-Lise a senti une perte de sens. Son corps a commencé à lui parler de plus en plus fort jusqu'à ce qu'elle se reconnecte à son rêve d'enfant, écrire. Aujourd'hui, je la cite, elle mène la vie de rêve qu'elle s'est inventée, en étant coach et auteur à succès. Dans cet épisode, on parle d'ikigai, de raison d'être et d'épanouissement pro et perso. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Marie-Lise Tricourt. Bonjour Marie-Lise. Bonjour à toi. Si tu pouvais te définir grâce à un mot, quel serait-il ? Le premier qui me vient comme ça, c'est changer. Changer, évoluer. Tu vois, j'en ai mis 2. Parce que ça me passionne, les changements, les évolutions, comprendre comment on fonctionne et changer ce qui ne nous convient pas, évoluer dans la vie à travers différentes étapes. Tu as donc travaillé pendant plus de 20 ans dans la communication. Quel a été le déclic pour toi de changer de trajectoire ? Ça a été l'écriture. Ça a été l'écriture que j'ai repris, on va dire, puisque c'était une passion d'enfance, et j'ai repris l'écriture au bout de quelques années. Et donc j'ai écrit en parallèle de mon activité à temps plein, d'abord des nouvelles, ensuite des romans, et ça a commencé à prendre beaucoup de place dans ma vie, et à générer même certains revenus. Et donc j'ai posé un premier congé sabbatique, puis un deuxième congé création d'entreprise, avant de lâcher complètement le monde du salariat. C'est quelque chose que je dis souvent à la fois aux personnes que j'accompagne, mais aussi dans le podcast, c'est que pour les personnes qui ne se sentent plus alignées, il y a plein de façons de faire différentes. Donc, comme toi, d'y aller progressivement, d'autres, ils vont du jour au lendemain arrêter. C'est vraiment de s'écouter. C'est de s'écouter. Moi, j'ai une expression pour ça, c'est jeter son sac à dos par-dessus le mur, et comme ça, on n'a plus le choix. Mais dans le cadre des personnes que j'accompagne, c'est rarement le cas. Généralement, je conseille quand même la sécurité, d'y aller progressivement, effectivement. L'écriture, donc, c'était ton rêve d'enfant et tu dis avoir eu un gros syndrome de l'imposteur. Comment tu l'as dépassé ? Je crois, et on en discute souvent avec les copines, les copains auteurs, on l'a tous et ça ne nous quitte pas. Comment je l'ai dépassé ? J'ai fait comme s'il n'existait pas. J'ai d'abord écrit pour mes amis qui lisaient mes petites nouvelles. Donc à ce moment-là, j'avais pas tellement peur de leur jugement, un petit peu mais pas beaucoup. Et ensuite, je me suis focalisée sur les personnes qui aimaient ce que j'écrivais. Il y a très certainement, et j'en suis sûre, des personnes qui n'aiment pas ce que j'écris, et c'est OK parce que moi, je suis loin d'aimer tout ce que je lis. Mais il y a des personnes, malgré tout, quand même, qui aiment ce que j'écris, et donc je me concentre là-dessus. Je ne suis pas la meilleure du monde, je n'aurai jamais le prix Goncourt, mais ça m'importe peu à partir du moment où ce que j'écris aide quelqu'un, apporte quelque chose à quelqu'un, ne serait-ce que de l'évasion, alors j'ai gagné. Ta conférence était donc le thème l'ikigai ou l'art de concilier l'épanouissement professionnel et personnel. Pourquoi ce sujet te touche si particulièrement ? Parce que pendant longtemps, là je vais parler des choses personnelles, pendant longtemps, j'ai couru après la réussite professionnelle. C'était mon moteur et ça m'a permis de faire plein de choses dans ma vie. Donc je ne renie pas
cet aspect-là de moi, mais je suis en train de comprendre, peut-être avec l'âge, que ça ne suffit pas et que je et on doit prendre vraiment plus soin de qui on est à l'intérieur, d'arrêter de répondre à des dictats de la société, de notre éducation, pour se reconnecter à nous. Et ça a l'air simple, mais ça ne l'est pas vraiment, je trouve, en tout cas en ce qui me concerne, d'apprendre à écouter mes besoins, ma petite voix, d'apprendre à ne pas réagir en mode pilotage automatique et à faire ce que j'ai toujours fait finalement, mais à dire: «OK, si je voyais la vie différemment, si je m'écoutais davantage, si je répondais à mes besoins, comment ça serait?» Et je trouve ça passionnant. On est d'accord. J'ai créé une méthodologie qui s'appelle le bilan de compétences et de besoins parce que j'ai la croyance profonde qu'il faut connaître ses besoins parce que si on ne connaît pas ses besoins, on peut pas être bien et aligné. Et c'est quoi du coup la réussite pour toi? La réussite, c'est justement dans l'art de se connaître suffisamment pour répondre, comme tu disais très justement, à ses besoins, et ne pas, se moquer complètement, pour dire ça poliment, de ce que les autres pensent, même s'ils ne sont pas d'accord avec nos choix, avec nos besoins. C'est pas ça l'important. L'important, c'est de s'aimer suffisamment pour dire: «Voilà, mon besoin là, même si personne ne le comprend, c'est celui-ci, je vais aller jusqu'au bout». Est-ce que tu as un petit tips? Alors, tu as fait toute la conférence sur ce sujet-là, mais pour nous aider à trouver l'ikigai en juste une petite clé. Là, on résume beaucoup, beaucoup, Oui, là. je sais, on est vraiment dans les. C'est un petit challenge qui est non préparé, je tiens à le Ah oui, préciser. c'est pas mal. Si je devais résumer, c'est effectivement de se reconnecter à la petite voix à l'intérieur de soi, son intuition, hem d'entendre cette petite voix qui nous dit: «Là, tu es sur le bon chemin ou tu n'es pas sur le bon chemin». Reconnecte-toi à ce qui te fait vraiment vibrer, ce que tu sais faire, tes compétences, tes valeurs et avance vers ça. Même si c'est juste une petite action, même si c'est peu importe ce que c'est, mais avance, Un petit pas. un petit. Pourquoi pas moi, la baseline au début, c'était l'invitation à écouter ta petite voix. Voilà. Il y a certaines personnes qui disent que l'ikigai se forme à partir de 16 ans. Qu'est-ce que tu en penses? Hem, peut-être, j'ai pas vraiment d'avis tranché là-dessus. J'accompagne des personnes aussi des jeunes qui cherchent une orientation professionnelle. Alors je ne suis pas coach en orientation scolaire, mais en tout cas coach en ikigai et donc pour permettre aux personnes de se connaître. Je pense qu'on peut avoir déjà des éléments effectivement un peu plus jeunes, mais que, oui, ils se concrétisent réellement à partir de 16 ans. Je pourrais, être d'accord avec ça. Mais, on peut quand même, pour répondre à ce qu'on disait tout à l'heure, essayer de s'interroger et tant mieux si on apprend à le faire jeune, c'est merveilleux d'apprendre à le faire jeune, apprendre à écouter ce qui vibre en nous. Selon toi, notre ikigai, est-ce qu'il peut évoluer au fur et à mesure de la vie? Heureusement qu'il évolue puisque nous évoluons au cours de notre vie. Il y a quelques années, par exemple, la nature ne figurait pas, dans mon ikigai, l'accompagnement non plus. Bon, la création, oui, mais, l'harmonie, j'aurais pas utilisé ce mot-là, certainement pas. J'aurais peut-être utilisé des mots comme réussir, bon petit soldat, voilà. Donc non, tant mieux, heureusement qu'il évolue. Il y a des choses qui restent, hein, la créativité depuis toute petite, ça fait partie de moi. Mais oui, l'ikigai évolue avec moi. C'était ma question d'après, c'est quoi ton ikigai? Mon ikigai à moi, les ingrédients de mon ikigai, c'est créer, accompagner, harmonie, joie et nature. Qu'est-ce que la découverte de l'ikigai a changé dans ta vie? Tout, tout à partir du moment où j'ai compris, que je n'étais pas sur le bon chemin, que la création notamment faisait partie de moi et que je pouvais oser créer. Parce que au début, les premiers textes, quand j'étais plus jeune, j'écrivais plein de choses que personne n'a jamais lues et heureusement pour eux, c'était pas terrible. Mais voilà, donc j'ai osé créer et montrer ce que j'avais créé aux autres. Donc ça m'a permis de devenir celle que je suis aujourd'hui. Ça m'a permis de me révéler, en fait. C'est quoi les 3 idées phares avec lesquelles tu aimerais que les gens repartent? Je risque de me répéter, écoutez-vous, osez et la vie est trop courte pour se préoccuper du jugement des autres. Est-ce que tu peux nous partager un conseil pour prendre soin de sa santé physique et mentale? Trouvez votre ikigai et respectez les règles des Blue Zones. Pour respecter sa santé physique et mentale, eh bien, ce que je proposais pendant cette conférence
autant on accorde au moins 5 minutes par jour à prendre soin de notre corps, notre apparence, se coiffer, se laver, etc. Eh bien, dans la même mesure, ou peut-être pas, mais en tout cas dans une mesure au moins équivalente, de prendre soin de son être intérieur, de prendre soin de qui nous sommes, de ce que notre intuition nous dit, ce que notre corps nous dit, ce que notre cœur nous dit. Je pense que c'est un travail quotidien et honnêtement, ça ne prend que 5 minutes et on les a ces 5 minutes, faut pas abuser. Et c'est fondamental. C'est fondamental pour arrêter d'avancer en pilotage automatique et se reconnecter à soi. Ayant fait un burn-out, j'ai vécu ce truc de, en fait, tu n'as pas le temps. Et je pense qu'en effet, tu as raison d'appuyer sur ce truc de, en fait, vous avez le temps. Tu as le temps de passer 5 minutes à scroller sur Instagram, à regarder un truc qui n'a aucun intérêt. Il n'y a pas de question sur le fait de te laver les dents, de prendre une douche, mais voilà, ces cinq petites minutes qui peuvent tout changer. Ouais. Et ne pas craindre d'être considéré comme, parce que j'entends ça en coaching, hein, ne pas craindre d'être considéré comme égocentrique parce qu'on prend ce temps-là pour soi. On dit toujours de nous occuper des autres. Oui, on va s'occuper des autres et on le fait, c'est pas le problème. Mais on commence par soi. Hein. Je peux pas donner de l'eau à quelqu'un si j'en ai pas moi-même, donc on commence par soi et c'est fondamental. Ouais, c'est reparler de l'égoïsme positif et comme tu disais à la conférence, c'est vrai que moi j'en parle souvent. Ça m'avait frappé pendant mon burn-out, ce truc quand t'es dans l'avion, on te dit mettez le masque à oxygène à la personne à côté, enfin à vous d'abord avant votre enfant ou à les personnes à côté de vous. Et moi j'étais avec ma fille à côté de moi dans l'avion. Je me suis dit mais non, mais après j'ai réfléchi mais bah oui évidemment si j'ai plus d'oxygène et c'est vraiment de se dire que si toi tu vas pas bien, comment veux-tu apporter à ton entourage, à ton entreprise et au monde au sens plus large? Et ça nous positionnerait dans une position de dépendance aussi, pas envie des autres, parce que si on se remplit pas nos propres besoins, on va attendre ou exiger que les autres remplissent nos propres besoins. Ce qui nous met dans une situation de dépendance qui est pas souhaitable. Alors, on a eu le débat, enfin, c'était pas un débat ce matin, il y a Maureen Mellet qui a parlé, qui est la fondatrice de Couple Allié, qui disait que justement, en fait, à partir du moment où on a un impact sur l'autre, on a un pouvoir sur l'autre, qui crée du coup une notion de dépendance, mais elle le voyait vraiment comme quelque chose de très positif, de dire, bah voilà, qu'on est tous interdépendants, et c'est ce qui fait qu'on arrive, elle explique qu'on arrive à se réparer grâce à l'autre. Qu'est-ce que tu en penses, du coup, avec cet axe-là? Je pourrais être d'accord si tout ça est équitable, si on est codépendant, à la rigueur. Mais c'est vrai que c'est une notion qui n'est pas forcément la mienne. J'aime pas le mot dépendance en fait. Je préfère l'indépendance. Et j'utilise souvent cette métaphore-là d'une bouteille, une bouteille d'estime de soi. Si le niveau n'est pas suffisant, on va attendre que les autres nous remplissent notre bouteille et parfois même l'exiger. Et donc ça nous met dans une position de dépendance. Alors que si cette bouteille d'estime de soi est suffisamment remplie et qu'on nous en apporte un petit peu plus, tant mieux. Ça va faire une jolie fontaine, ça va être merveilleux. Mais l'important quand même, c'est de chercher à reprendre à nous-mêmes à nos besoins avant d'exiger que les autres le fassent. Ouais. C'est quoi le bonheur pour toi, Marie-Lise Tricot? Le bonheur, c'est une prise de conscience. Tout à l'heure, là, dans le Palais des Congrès, j'ai vu une petite affichette. Être heureux ou le bonheur, c'est de tomber amoureux de sa vie ou quelque chose comme ça. Et je trouve ça très juste. J'ai pris en photo. En fait, c'est de faire ces petits arrêts sur image où on se dit là, je vais bien. Là, je me sens bien. Là, je suis en joie. C'est ça le bonheur. C'est pas une vie parfaite. Ça n'existe pas. On peut courir toute notre vie après ça. Hein. Ça n'existera jamais. Mais il y aura des petits moments comme ça, des petites capsules temporelles où on va vraiment se sentir sur scène. C'était le bonheur pour moi. Est-ce que tu as un conseil pratique pour cultiver le bonheur? Faire des pauses, ce que j'ai appris à faire très récemment. Moi, je suis un peu une petite guerrière, à toujours un peu hyperactive quand même. Et de faire des pauses, voilà, observer la nature, observer un sourire, observer les gens et se dire c'est ça le bonheur. J'ai fait une interview récemment de ma psychologue qui a fait elle-même un burn-out. Justement, c'est une interview spéciale burn-out. Et elle disait un conseil qui m'a beaucoup parlé, qui était, ce qu'on dit à toutes les personnes qui sont mal, arrêtez-vous. Et elle dit quelqu'un qui est très mal et qui a fait un burn-out, s'arrêter pour lui, c'est contre nature. Et du coup, elle disait ralentir. Et du coup, j'ai envie de rebondir sur faites une pause, mais la pause, ça veut pas forcément dire s'arrêter. Ça peut être de baisser le mouvement, l'énergie, mais c'est pas forcément. On a souvent tendance à dire il faut faire une pause, faut que tu t'arrêtes. Non, ça peut être anxiogène. Ouais. Ça peut être anxiogène de se confronter à nos angoisses. Donc quand je disais faire une pause, c'est reconnectez-vous à ce qui vous fait vibrer. Moi, je parle de nature, mais ça peut être appeler une amie. Vous savez que vous allez bien rigoler avec elle, vous avez passé un bon moment. Mangez du chocolat. Faites des choses qui vous remplissent de bonheur. Voilà, tout simplement des bonheurs sains. Ouais.
Qu'est-ce que ça signifie pour toi être aligné? Être aligné, c'est vivre en fonction de mes valeurs profondes et comme je disais tout à l'heure pendant la conférence, mes vraies valeurs. Pas, moi, c'est la famille, la paix dans le monde. Non, enfin, je dis pas que la famille n'est pas une de mes valeurs, mais qu'est-ce qui est vraiment important pour moi sans quoi je ne pourrais pas vivre? Alors, en l'occurrence, je ne pourrais pas vivre sans ma famille. Mais voilà, dans quoi j'investis le plus de temps, d'énergie, de pensée, d'argent, ça, ce sont mes vraies valeurs. Et donc, être aligné, c'est ça. C'est me connaître suffisamment pour savoir quelles sont mes valeurs et cheminer vers ces valeurs-là. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi? Quand le 1er janvier 2014, je me suis dit: «Allez chiche, tu vas écrire un roman». Quelle est la phrase que tu aimerais que toutes les personnes se répètent le matin? Mmh. Et si je m'aimais vraiment, qu'est-ce que je ferais? Avant de se quitter, à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi? Merci à toi pour cette belle interview. Merci à Julien pour son invitation qui m'a ravie. Et merci à moi. Merci à moi d'avoir écouté ma petite voix. Et vraiment, j'invite tout le monde, tous ceux qui écoutent, à écouter leur petite voix, à se faire confiance et arrêter de se dire que c'est pas possible. Demandez-vous de quelle manière ça serait possible. Trop chouette. Merci Marie-Lise. On peut découvrir tous vos ouvrages parce que vous avez écrit un grand nombre d'ouvrages. Il y a un jeu qui sort bientôt chez Erol. On peut vous découvrir sur votre site réécrittavie.com. Merci beaucoup. Merci à toi. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.